Le très controversé président sud-africain Jacob Zuma a annoncé mercredi soir sa démission avec effet immédiat, se pliant aux ordres de son parti, le Congrès national africain, à quelques heures du vote d'une motion de défiance. Le chef du principal parti d'opposition au Zimbabwe, Morgan Tsvangirai, adversaire historique de Robert Mugabe, est décédé des suites d'un cancer, a annoncé mercredi l'un des vice-présidents du parti, Elias Muzuri. Mercredi, dans le nord-est du Mali, 10 djihadistes présumés au moins ont été tués. C'était lors d'une opération aérienne de la force Barkhane à proximité de la frontière algérienne. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition empêtrée dans des scandales de corruption et poussée à la démission. Le très controversé président sud-africain Jacob Zuma a annoncé mercredi soir sa démission avec effet immédiat, se pliant ainsi aux ordres de son parti, le Congrès national africain. J'ai décidé de démissionner du poste du président de la République avec effet immédiat, même si je suis en désaccord avec la direction de mon organisation, a déclaré Jacob Zuma lors d'une allocution retransmise en direct à la télévision nationale. Une information sur laquelle nous allons revenir tout au long de la journée dans nos prochaines éditions. L'Afrique du Sud en donne donc au Zimbabwe, où le chef du principal parti de l'opposition zimbabwéenne, Morgan Tsvangirai, adversaire historique du régime de l'ex-président Robert Mugabe, est décédé des suites d'un cancer, a annoncé mercredi l'un des vice-présidents du parti, Elias Muzuri. Comme vous le savez, le président de notre MDC, le mouvement pour un changement démocratique, Morgan Tsvangirai, ne se portait pas bien depuis un certain temps. C'est avec tristesse que j'annonce que nous avons perdu notre icône de notre combattant pour la démocratie, a annoncé donc sur son compte Twitter Elias Muzuri. Un autre responsable du parti a confirmé sous couvert de l'anonymat cette information relayée par l'agence France Presse. De Zimbabwe, rendons maintenant au Mali, où mercredi, dans le nord-est du pays, 10 djihadistes présumés au moins ont été tués. C'était lors d'une opération aérienne de la force Barkhane à proximité de la frontière algérienne. Reportage. Au moins un raid a été mené mercredi près de Tinzaouten, à la frontière algérienne, contre les terroristes. En plus de faire au moins 10 morts, 2 véhicules ont été détruits, d'après une source militaire malienne en poste dans le nord-est du Mali. Par ailleurs, une source militaire étrangère présente au Mali a pour sa part évoqué plusieurs opérations Barkhane ayant neutralisé au moins 10 terroristes. Le nord du Mali était tombé en mars-avril 2012 sous la coupe de groupes djihadistes liés à Al-Qaïda. Ces groupes en ont été en grande partie chassés à la suite du lancement en 2013 d'une intervention militaire internationale qui se poursuit actuellement. Mais des zones entières échappent au contrôle des forces maliennes et étrangères. Ce, malgré la signature en mai-juin 2015 d'un accord de paix censé isoler définitivement les djihadistes dont l'application accumule les retards. Récentes manifestations au Tchad contre l'austérité et la mauvaise gouvernance. 17 personnes ayant manifesté ont été condamnées mercredi à 4 mois de prison ferme. Reportage. Ils sont 17 manifestants à avoir été condamnés mercredi pour trouble à l'ordre public, destruction de biens, attroupement non autorisé et coups et blessures volontaires sur les éléments des forces de l'ordre. En tout, 94 personnes avaient été interpellées dans le cadre des différentes manifestations qui ont eu lieu la semaine dernière. Ces 17 personnes ont été écrouées à la maison d'arrêt de N'Djamena, d'après le porte-parole de la police, qui a indiqué que les 77 autres interpellés avaient été relaxés. Mardi, lors d'une rencontre avec la presse, le procureur de la République tchadienne avait martelé que le parquet réitère à l'endroit des manifestants que le taux de tolérance est de 0 à l'endroit des fauteurs de troubles. 10 partis d'opposition, pour avoir soutenu un appel à manifester début février, avaient été suspendus pour 2 mois. Depuis fin janvier, les appels à marcher contre les mesures d'austérité imposées par le gouvernement se sont multipliés, autant que leurs interdictions par le gouvernement.
Ce mécontentement social généralisé, soutenu par l'opposition, a pris des allures de fronde contre le président Idriss Déby Itno, au pouvoir depuis 1990. Justement, c'est depuis le 25 janvier que la grogne sociale sans précédent est en train de monter au Tchad. Grève généralisée et illimitée à l'appel des syndicats, opération tintamarre de protestation des élèves et étudiants, tous sous vent debout contre les mesures d'austérité et la mauvaise gouvernance dans ce pays. Ils accusent aujourd'hui le pouvoir du président Idriss Déby d'user de plus en plus de répression. Reportage. Partout à travers le pays, syndicalistes, étudiants, opposants ou activistes de la société civile dénoncent une répression accrue. Dernier cas en date, Doba. Une dizaine de personnes auraient été arrêtées lundi après une opération tintamarre. Dans la matinée, des bruits de casseroles, des cris et des coups de sifflet avaient réveillé cette ville du sud du pays. Depuis, de nombreux leaders de la contestation au Tchad sont passés à la clandestinité. Nous nous retrouvons avec 102 personnes arrêtées, quelques 29 ont été libérés. Il y a eu des enlèvements, des intimidations et certains de nos militants ne peuvent plus passer la nuit chez eux parce que leur domicile est pratiquement surveillé nuit et jour et ils craignent d'être arrêtés, dit Mahamat Nour Idedou, secrétaire général de la Convention tchadienne pour la défense des droits de l'homme. Dans le collimateur, l'Agence nationale de sécurité accusée d'être le fer de lance de la répression. Ce que dément le ministre tchadien en charge de la sécurité publique, Ahmad Mahamat Bachir, la NSA n'a enlevé ni arrêté personne. Nous sommes au Tchad dans un état de droit et comme tel, nous ne pouvons arrêter personne sans motif. La justice doit faire son travail. Tout ce que ces mauvaises langues véhiculent est un langage creux. Pourtant, les syndicats et les forums citoyens assurent qu'ils ne vont rien lâcher tant que le gouvernement ne revient sur les mesures d'austérité qui frappent la population. Le ministre de la Sécurité publique assure, lui, que force sera à la loi. À Madagascar, en cette année d'élection présidentielle, l'Union aurait dû faire la force. Mais le regroupement des 35 partis politiques, toutes tendances confondues, décidé en novembre dernier pour exiger un processus électoral transparent, a pris du plomb dans l'aile. Plus de précisions à travers cet élément. Le projet était noble. Réunir autour d'un comité dit de vigilance démocratique pour les élections des partis d'obédience politique différentes et des organisations de la société civile. Objectif, participer à la réflexion autour des nouveaux tests électoraux avant leur rédaction. Réunis pour souhaiter ses vœux à la presse, cette jeune plateforme a déjà montré ses limites. 2 mois et demi après, Yolande Ravelo-Harrison, conseillère au sein de Choc, un organisme qui promeut la transparence des élections, est dépitée. Cela n'a pas du tout abouti. On a donc fait semblant de travailler ensemble par 2 fois avec le gouvernement, mais on n'a pas avancé du tout. On a fait mine de nous écouter, mais on ne nous a pas écoutés. Le leader du parti d'opposition MCDM et candidat déclaré à l'élection présidentielle reconnaît que l'échec vient du comité lui-même. Notre objectif était de pouvoir obtenir un dialogue avec le gouvernement et obtenir le code électoral avant la fin de l'année. On est au mois de février, cela veut dire que nous avons failli dans notre mission. C'est une faillite parce qu'il y a 3 mouvances dans la plateforme qui n'arrivent pas à se mettre d'accord sur la manière de conduire la lutte pour obtenir une élection légale et légitime. Une mouvance pro-pouvoir, une mouvance neutre et une mouvance d'opposition. Difficile, effectivement, de s'exprimer d'une seule et même voix quand les objectifs finaux sont concurrents. Et sur les 35 chefs de parti représentés au sein de la plateforme, 5 sont d'ores et déjà officiellement portés candidats à l'élection présidentielle. En Guinée, mardi, c'était le 2e jour de perturbation dans les établissements scolaires. Après les mouvements meurtriers de février et de novembre dernier, le syndicat d'enseignement SLEG a de nouveau appelé à la grève depuis lundi. Plus de précisions à travers ce reportage. À cette crise scolaire s'ajoutent les tensions post-électorales qui se poursuivent. Pour mémoire, 2 jeunes ont été tués lundi dans un quartier d'opposition. Conséquence, peu d'élèves et peu de professeurs dans les écoles. Mardi, des écoles qui tournaient au ralenti. Dans la cour du lycée Donka, seuls quelques enseignants sont assis sur le préau. Le chargé des cours d'économie fait partie des 9 professeurs présents sur 17 programmés. Quelques élèves révisent, mais les salles de classe sont quasiment désertes, assume le proviseur.
Sur 770 élèves, seuls 58 sont présents. Je ne comprends pas, c'est une situation inédite. Il y a comme une morosité qui s'empare de tout le monde. Même constat au complexe scolaire de Ratoma. Ces établissements sont à proximité de l'axe, la route où éclatent souvent les affrontements en période de trouble. Parents ou enfants, tout le monde est terrorisé, déplore le président de la coalition des élèves. Aujourd'hui, les parents sont dans l'anxiété, laisser leurs enfants aller à l'école, surtout dans cette période de télescopage de crise. Je pense que le climat n'est pas favorable à une autre crise, affirme-t-il. Pour rappel, la crise au niveau du syndicat de l'éducation nationale perdure depuis 2017 et la Guinée sort d'une élection communale la semaine passée qui a fait des dégâts considérables et des pertes en vies humaines. Pour l'heure, aucun point d'accord n'a été trouvé entre les enseignants grévistes et les autorités. En Tunisie, le ministre de la Défense a affirmé le refus catégorique du ministère de la proposition de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord de fournir son expertise ou accorder une aide permanente à l'armée tunisienne contre l'installation d'une base de l'OTAN. Les raisons de ce refus, c'est à travers cet élément. Abdelkarim Zbidi, ministre tunisien de la Défense, répondait aux questions des parlementaires, membres du comité de sécurité et de défense. Il a révélé que l'Union européenne refuse de verser un don de 3 millions d'euros à l'armée tunisienne si la Tunisie s'oppose à l'installation d'une base militaire de l'OTAN dans la sous-préfecture de Gabès, au sud-ouest du pays. Cette base aurait pour mission de rassembler les informations et les analyser avant de coordonner, de planifier et de diriger les opérations aux frontières maritimes, terrestres ainsi que dans l'espace. Elle lutterait contre toutes sortes de trafics transfrontaliers, le terrorisme, la migration clandestine, la drogue. Mais, selon le ministre, Tunis refuse la présence des militaires étrangers sur cette base. Si la Tunisie dit refuser la participation des militaires étrangers à ce genre d'opération, le ministre ne donne pas plus d'explications sur le contexte de cette proposition de l'OTAN. Pour rappel, en 2016, la Tunisie a catégoriquement nié l'existence d'une base militaire américaine sur son sol et ce sont les déclarations des responsables américains, entre autres, qui ont confirmé l'existence de cette base pour contrôler et frapper la Libye. En juin de la même année, Jens Stoltenberg, le secrétaire général de l'organisation, avait évoqué les besoins de l'OTAN d'installer un centre de renseignement en Tunisie. Une année auparavant, l'OTAN a considéré la Tunisie comme allié majeur, ce qui avait permis à l'armée tunisienne d'acquérir d'importants matériels militaires. Officiellement, la Tunisie refuse toujours l'existence d'une quelconque base et évoque la présence de seulement 70 militaires étrangers sur son sol et ce serait uniquement pour faire de la formation au compte de l'armée tunisienne. Mesdames et messieurs, ce sera donc tout pour cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne journée en compagnie des programmes de SICA. À très bientôt.